Nous allons avoir le plaisir d'accueillir à nos côtés Mathieu Klein, qui est le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et qui a été le co-rédacteur du rapport remis au Premier ministre, un rapport sur l'accompagnement des allocataires du RSA, rapport remis fin août 2018 et qui a qui a contribué plus exactement à la définition de la stratégie contre la pauvreté dont nous avons déjà beaucoup parlé ce matin, stratégie au niveau national. Avec vous, Mathieu Klein, nous allons pouvoir revenir un petit peu en détail sur ces différents aspects, à la fois le cadre national dans lequel s'inscrivent ces actions en direction de la réduction de la pauvreté et de l'insertion renforcée, l'insertion notamment par l'économique. Et puis nous verrons aussi la manière dont les collectivités et singulièrement les départements, les conseils départementaux peuvent et doivent jouer un rôle particulier sur ces questions-là. Et puis pour terminer notre échange, nous pourrons certainement peut-être ensemble explorer quelques pistes ou expérimentations porteuses d'avenir et porteuses de sens. Le sens a été évoqué ce matin comme étant un point cardinal à ne pas perdre dans ces politiques-là. Donc on ne manquera pas d'en discuter avec vous. J'invite les personnes qui sont encore à l'extérieur à bien vouloir prendre place. Il en reste encore un tout petit peu ici dans les premiers rangs, mais sans ça, il sera peut-être préférable de vous orienter vers l'autre amphithéâtre que je salue également, bien que nous ne nous voyions pas. Enfin, en tout cas pas dans ce sens-là. Voilà, je vous propose que nous démarrions. D'abord, merci beaucoup Mathieu Klein d'être avec nous. Non, vous allez prendre celui-là parce que celui-là n'est pas allumé. Comme ça, on va mieux vous entendre. Je le disais en vous présentant, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et on dira quelques mots sur votre département et peut-être aussi ses caractéristiques sociales qui ne sont pas forcément totalement les mêmes que celles que l'on observe ici en Finistère, même s'il y a certainement des points à rapprocher, mais l'histoire du territoire n'est pas le même, son vécu économique et industriel non plus peut-être, donc ça sera intéressant d'en avoir un petit éclairage. Mais vous êtes aussi là au titre de la co-rédaction que vous avez assurée pour la réalisation de ce fameux rapport dont je vous parlais sur l'accompagnement des allocataires du RSA, rapport remis donc à l'été dernier, à la rentrée dernière au Premier ministre dans le cadre de la préparation de cette stratégie pauvreté. Donc l'idée est intéressant effectivement avec vous peut-être, et on peut commencer par là, de se resituer dans un contexte national. On resserrera la focale sur les territoires dans un deuxième temps, mais pour commencer, rappelez-nous à la fois les constats qui s'imposent et les grands débats aussi que l'on voit au croisement de ces questions qui ne font pas consensus. On sent bien qu'il y a une lecture de la société aussi qui apparaît, une lecture politique à travers ces questions éminemment importantes de solidarité et d'insertion. Le contexte du débat national, comment le résumeriez-vous ? Bonjour d'abord à toutes et à tous, je vais me lever, c'est peut-être plus facile, et puis merci de cette invitation, merci à Nathalie de m'avoir invité, vous avez le droit d'enlever vos têtes aussi, moi la chaleur bretonne a raison de ma veste, vous saurez me pardonner. Je suis à la fois évidemment très heureux d'être là parce que l'échange, ça a été une des matrices du rapport qu'avec Claire Pitola, qui est députée des Bouches-du-Rhône, nous avons rendu au Premier ministre la fin du mois d'août l'année dernière. Nous n'avions pas eu l'occasion de venir dans le Finistère puisque faut dire que le rapport nous avait été commandé à la fin du mois de juin pour être rendu à la fin du mois d'août. Donc on a eu vacances studieuses. Voilà, on a eu un temps assez resserré pour aller faire le tour de France. Mais ce rapport s'est beaucoup nourri de ce travail de terrain partout dans le territoire, et j'en discute souvent avec Nathalie à l'Assemblée des départements de France, donc je sais quel est l'engagement qui est le sien, qui est celui de tous les acteurs du département du Finistère sur ces questions d'insertion. Alors, vous avez raison de dire que c'est d'abord une question éminemment politique, au sens noble du terme. La lutte contre la pauvreté, l'insertion, l'accès à l'emploi, ça n'est pas l'addition de mesures techniques qui sont pourtant indispensables. C'est d'abord dans quel contexte déployons-nous ces politiques. Est-ce que nous les déployons dans un contexte qui est celui de la stigmatisation de la pauvreté, qui est celui de être pauvre, c'est un choix, être pauvre, ma foi, c'est ainsi, ou est-ce que nous considérons, c'est le postulat en tout cas que nous avons pris, que personne n'est inemployable, que nous ne pouvons pas donner comme perspective à la société le fait qu'il y ait une partie de femmes et d'hommes
qui soient définitivement vouées à vivre de la subsistance que leur alloue la solidarité, qu'elle soit nationale ou territoriale, pendant qu'une autre serait, elle, méritante des efforts collectifs et publics de formation, d'insertion, d'accès à l'emploi, de mobilité que nous sommes amenés à fournir. Ça, c'est un premier postulat. Un deuxième postulat, c'est celui du fait que la pauvreté, ça n'est pas une situation recherchée. La pauvreté, ça n'est pas un statut enviable. La pauvreté, c'est d'abord une situation difficile ou le cumul de situations difficiles face auxquelles il faut agir. Troisième postulat, c'est celui de l'indispensable engagement de la nation. La lutte contre la pauvreté, ça ne peut pas être un archipel de politiques territoriales aussi vertueuses soient-elles, qui, les unes à côté des autres, formeraient un tout. Il ne peut pas y avoir de politique d'insertion, il ne peut pas y avoir de politique de lutte contre la pauvreté s'il n'y a pas une impulsion nationale forte. Et quand je dis impulsion nationale forte, entendons-nous bien, ça n'est pas seulement l'énoncé de quelques principes politiques au plan national qui se suffisent à eux-mêmes, ce sont des choix politiques. Et donc des moyens derrière. Et les moyens qui vont avec. Nous ne pouvons que constater, Nathalie peut le constater ici, je peux le constater en Meurthe-et-Moselle et tous nos collègues peuvent le constater, un coup de canif majeur a été porté au pacte de solidarité, au pacte national en fin 2003, début 2004, lorsque le financement du RMI de l'époque a été subrepticement transféré, d'ailleurs en fin 2003, pendant la période des fêtes, de l'État vers les conseils généraux, avec un engagement à l'époque de compensation intégrale. À l'euro, disons, disait-on à l'époque. Hein. Oui, puisqu'on était à l'euro. C'est vrai qu'on n'était plus au franc le franc, on était au début de l'euro, mais voilà, l'euro, ça a duré quelques mois à peine, puisque dès 2004, dès les comptes administratifs 2004 digérés, nous avons pu constater que l'écart s'est creusé. Et aujourd'hui, schématiquement, 50% des dépenses de RSA sont prises en charge par les départements sur leur propre budget et 50% leur sont remboursés par l'État. Ce qui veut donc bien dire que nous sommes aujourd'hui face à une situation de profonde inégalité territoriale. C'est sur ce point que je veux insister. Parce que moi, je refuse, et c'est, je crois, un des points essentiels de la discussion avec l'État, ça ne se résume pas à une bataille de chiffonniers pour savoir c'est de la faute de l'État, c'est de la faute du département, et de qui c'est la responsabilité. Le problème est trop grave pour ça. Il n'est pas là. Le problème, c'est pas de savoir si c'est l'argent de l'État ou l'argent du département qui est en cause. Les moyens d'un conseil départemental reposent encore pour quelques semaines sur une fiscalité directe qui est déjà très réduite. Hein. On est inférieur à 20%, je ne sais pas ce que c'est le cas en Finistère aussi. L'autonomie fiscale des collectivités. La taxe sur le foncier bâti, c'est la principale ressource fiscale directe des conseils départementaux. Et celle-ci, elle est profondément inégalitaire quand elle est observée à l'échelle de la France. D'un département à l'autre, la dynamique des recettes de taxes foncières n'est pas la même. La dynamique des droits de mutation sur les transactions obligatoires n'est pas la même. Et donc, les territoires ne sont pas à armes égales face au financement de la solidarité. Et il n'y a aucune raison entendable pour qu'un bénéficiaire du RSA de la Creuse coûte aux contribuables de la Creuse proportionnellement beaucoup plus cher qu'un bénéficiaire du RSA des Hauts-de-Seine, parce que dans les Hauts-de-Seine ou dans d'autres départements, il y a des ressources économiques qui permettent à la collectivité de ne pas utiliser le foncier bâti jusqu'ici. Maintenant, ça va disparaître avec le fait que le foncier bâti va être transféré au bloc communal, pendant que d'autres départements sont obligés de l'utiliser à plein tube pour financer la solidarité nationale. Et puis derrière, il y a quelque chose de très pervers, c'est que, et ça a à voir avec le débat politique sur la pauvreté, parce que tout le monde entend. Personne n'échappe à un dîner de famille ou à un déjeuner de travail ou à une rencontre entre collègues sur lequel on vient discourir à un moment sur l'assistanat. Sur ça commence à bien faire toutes ces aides, il y en a que pour les mêmes, etc. Et l'idée que la solidarité nationale, en fait, elle repose pour une large part sur les propriétaires ou les accédants à la propriété de leurs appartements ou de leurs maisons, qui sont souvent des classes moyennes, des gens qui, voilà, s'endettent sur plusieurs années, vous en êtes certainement, et à qui on dit, le message subliminal qu'on leur passe, c'est, comme il n'y a que vous qui pouvez la financer, il n'y a que vous, potentiellement, qu'on va venir chercher pour financer quoi? Le RSA de votre voisin de palier.
par exemple. Derrière, il y a cette profonde inégalité sociale ajoutée à l'inégalité territoriale que je décrivais. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas concevoir un financement pérenne, structurellement juste du RSA ou demain du revenu universel d'activité dont on pourra parler tout à l'heure, qui ne serait pas financé par l'État. Et encore une fois, pas parce que les départements voudraient ne plus s'y intéresser, parce que c'est une injustice sociale et républicaine. C'est une question donc de solidarité, d'égalité aussi des territoires par rapport à cette situation. On redonne quelques chiffres quand même pour prendre la mesure de cette situation qui ne va pas en s'améliorant. Aujourd'hui, en France, la part des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, il est de l'ordre de 14-15%, c'est ça ? Oui, enfin vous avez globalement, oui, on va dire un Français sur 6 à peu près qui vit sous le seuil de pauvreté. Alors les indicateurs sont variables, on va dire qu'on est dans cet ordre de grandeur là. Un enfant sur 5 né dans une famille, en France quand même, hein, on est dans la 5, 6, 7, ça dépend aussi des indicateurs puissance mondiale, 5e, 6e ou 7e puissance mondiale, donc dans laquelle un enfant sur 5 vient au monde dans une famille qui est sous le seuil de pauvreté. Ce qui est quand même un indice, quand on cherche des indicateurs indécents pour qualifier parfois le débat public les choses qui vont ou qui vont moins bien, moi je trouve que celui-là, il est particulièrement frappant. Et il justifie pleinement d'ailleurs qu'il y ait un engagement très fort sur la question de la pauvreté des jeunes et des enfants. Parce que c'est exactement ce qu'on veut éviter, que finalement des générations de précarité se succèdent. Quand vous n'avez connu que la pauvreté, quand vous n'avez connu que les difficultés, quand vous n'avez connu que le chômage dans votre entourage, dans votre famille, dans votre vie, depuis votre naissance jusqu'à votre entrée sur le marché du travail, avec quelle référence voulez-vous pouvoir avancer? Et ça, c'est quand même aujourd'hui un point. Donc ça, c'est un indicateur important. Il y en a un autre qui vient percuter peut-être le premier constat. C'est ce qu'on appelle, on en a parlé d'ailleurs ce matin dans les échanges que nous avons eus, c'est le fameux non-recours au droit, qui est quand même important, notamment sur le RSA, où on s'aperçoit que près non 30%, c'est ça, à peu près, près d'un tiers n'exerce pas ce droit auquel il pourrait prétendre. Oui, c'est vrai, c'est pas un constat récent, hein. Vous avez, alors là aussi, selon les analyses, on va dire qu'on est entre 20 et 30% à peu près hein, de non-recours. Bon, vous connaissez ça, j'allais dire mieux que quiconque, vous qui pour beaucoup d'entre vous travaillez au quotidien avec les bénéficiaires du RSA, de femmes et d'hommes qui ne font pas valoir leurs droits. Alors, pour des raisons diverses, je parlais tout à l'heure des réunions de famille dans lesquelles vous avez immanquablement le discours sur l'assistanat, puis vous avez aussi immanquablement des femmes et des hommes qui vous disent, moi j'en rencontre, vous en rencontrez, moi je me débrouille, enfin ils disent pas ça comme ça d'ailleurs, j'irai pas frapper à la porte d'un service social, je ne veux être aidé par personne. Et la bataille pour l'automaticité de l'accès au droit, elle tient à cela. Pourquoi, et les travailleurs sociaux le savent très bien, pourquoi passer des heures, des jours, des semaines, parfois plus, à conquérir ces droits et donc à transformer l'accompagnement social en accompagnement administratif, plutôt que de concentrer dans les premiers temps de l'accompagnement immédiatement la focale sur l'insertion sociale et professionnelle, parce que c'est ce temps-là, ça c'est vraiment un des points importants du rapport qu'on a rendu avec Claire Pitola. Nous passons aujourd'hui beaucoup trop de temps en France à conquérir les droits, comme s'il fallait quémander de l'aide. C'est toute une mentalité quand même, c'est tout un état d'esprit. Le droit, dès lors que le législateur le prévoit, il a une fonction, et une fonction pour la personne qui en bénéficie, comme une fonction pour toute la société, parce que quelqu'un qui conquiert des droits sociaux qui lui donnent la dignité et l'intégrité et finalement la reconnaissance que c'est un citoyen à part entière, c'est aussi quelqu'un qui contribue au bien-être de la société et donc de l'intérêt général. Quelqu'un qui n'est pas reconnu dans ses droits, à qui donc on donne le sentiment que il va coûter, il va peser, il va être une charge pour la société. C'est quelqu'un qui va déjà faire un pas de côté, souvent. Ça nourrit les bataillons d'invisibles, comme on les appelle parfois aujourd'hui. Oui, et que vous récupérez dans un état pas possible. Parce que plutôt que d'avoir pu intervenir tôt, rapidement et efficacement, vous intervenez tard. Et là, dans l'urgence et pas toujours très habilement. Oui, l'urgence et puis la sédimentation des difficultés qui se sont accumulées
Et du coup, la difficulté de récupérer des situations sociales pour la personne, pour sa famille, qui est pour le logement, pour la mobilité, pour l'emploi, et j'en passe, la santé, l'hygiène, etc., qui est parfois extrêmement difficile. Et ça, c'est un enjeu majeur aujourd'hui de la stratégie pauvreté. C'est une des conditions de réussite de la stratégie pauvreté du revenu universel d'activité va être, sommes-nous capables, sans faire de perdants, c'est un autre point important, de rendre l'accès au droit automatique et du coup, de faire en sorte que lorsqu'un droit est ouvert, s'enclenche immédiatement le parcours d'insertion, mais qui donc est dédié dès les premières minutes à l'accompagnement social et professionnel, et plus à l'accompagnement administratif. Alors Mathieu Klein, vous nous avez rappelé, et on a bien compris l'importance d'un pilotage au niveau de l'État, national, mais sur le terrain, comment les choses, dans la vraie vie concrète du quotidien, peuvent-elles se mettre en place? Et quels sont les échelons pertinents des territoires pour aller vers ces personnes et les accompagner dans cette voie de l'insertion? D'abord, si vous permettez, je voudrais juste, pour faire comprendre mon raisonnement sur le sujet, terminer sur la question de solidarité des droits. L'État, ce qu'on vient de voir, l'État est le garant de la solidarité des droits. Il doit faire en sorte, et de leur financement, que chaque femme, homme sur le territoire national où qu'ils vivent puisse accéder à ces droits et que le pacte social repose sur un financement juste de la solidarité. Et la solidarité des engagements, ça c'est celle des territoires, pour répondre à votre question. Les droits, l'État, l'accompagnement des parcours, les territoires. L'accompagnement des parcours, c'est-à-dire le travail de bouton de veste avec les personnes, parce que là, dans les territoires, il y a la ressource, les femmes et les hommes, les structures, les collectivités, les associations, les ressources économiques qui existent. Donc c'est pas la peine de réinventer du côté de l'État un service public de l'insertion qui serait déconnecté des territoires, ce serait une erreur grave. Il faut le faire justement sur la base des territoires. Mais plus on a clarifié cette ce double niveau de responsabilité entre l'État et les collectivités, plus on y parvient. Et pourquoi le département est pertinent? Alors je le dis pas parce que moi je suis pas personnellement un ultra départementaliste. Donc je ne défends pas le département par sentiment de devoir défendre ma boutique. Je pense que l'échelon départemental, mais ça c'est ce que les acteurs disent plus que ce que je pense. C'est ressorti du rapport, de l'enquête de terrain que vous avez menée. Et puis même souvent c'est ce qu'on entend, c'est le ni trop loin ni trop proche. Ni trop proche parce que à l'échelle d'une commune, d'un CCAS ou d'une intercommunalité et donc de ça éventuellement maison de l'emploi ou de la structure, parce qu'après il y en a de toutes les sigles possibles, donc je vais pas commencer à les égrener. Il y a parfois le manque de masse critique qui permet d'avoir un levier d'action suffisamment fort, de moyens, et puis aussi le fait que dans la trop grande proximité parfois, on n'est pas toujours capable de prendre la bonne décision. Et il y a le trop loin, qui serait l'échelon régional, qui lui est plus sur des stratégies macro de développement et qui n'a pas aujourd'hui l'ancrage territorial suffisant pour faire. Et le département, c'est un peu l'ensemblier intermédiaire, celui qui anime déjà des réseaux, parce que les réseaux insertion, emploi, accès aux droits, il y en a dans tous les territoires, et le département est assez légitime pour être l'animateur. Moi, quand je dis animateur, j'intègre dans l'animation les caisses d'allocation familiale, les directions départementales de la cohésion sociale, Pôle emploi et tous les partenaires potentiels. Et parce qu'il a le métier et le savoir-faire pour faire faire par ses partenaires ou ses prestataires. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel. Le CCAS a un rôle majeur à jouer aussi. Ça, c'est dans un autre rapport que j'avais rendu quelques mois avant avec la présidente de l'Union des CCAS, qui était plus axée là sur la question de l'exercice finalement de la lutte contre la pauvreté à l'échelle des territoires. Comment bien gouverner les politiques de lutte contre la pauvreté à l'échelle des territoires, où la notion en fait de premier recours, le CCAS, l'échelon communal, le premier accès. Alors il peut être communal ou le CIAS intercommunal, mais après ça dépend aussi de la carte locale de chaque territoire. En tout cas, qui est un premier accueil inconditionnel, qui fasse que, où que je sois en France, je sais qu'à moins de X kilomètres de mon domicile, j'ai non pas seulement une MSAP très généraliste, mais un accueil social inconditionnel, c'est-à-dire un endroit où je ne vais pas seulement être orienté, mais un endroit où je peux accéder à une information et à un service très concret, à un droit, très concrètement, et associé à un pilotage, on va dire, un peu d'ensemblier départemental, ça fonctionne bien. Et ça, l'État a tout intérêt à s'appuyer sur ce niveau-là pour contractualiser avec lui d'ailleurs, parce que lui-même n'a pas les ressources pour faire. Donc, voilà le bon équilibre à mes yeux. L'État garant des droits,
les financeurs des droits et les territoires garants de l'accompagnement des parcours. Dans le cadre de la préparation et de la rédaction de votre rapport, avez-vous observé sur le territoire, chez vous peut-être et chez d'autres sans doute aussi, des expérimentations, des initiatives dont vous vous dites, tiens, leur généralisation ou leur extension pourrait peut-être apporter des résultats et répondre aux problématiques que vous soulevez? Alors, je dirais jamais généralisation parce que je suis déploiement. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous préférez? Non, mais parce que moi, je suis un élu local aussi. Et les territoires ont chacun leur spécificité, leur dynamique, leurs acteurs. Et je crois pas du tout au truc. Si les solutions miracles, on les connaîtrait, pouvaient être généralisées, exister, je pense que on ne nous aurait pas attendu pour les mettre en œuvre. Donc il y a un côté un peu, il n'y a pas de solution magique. Par contre, il y a des dynamiques et puis j'en ai entendu plusieurs sur ce que vous êtes en train de travailler sur l'IAE par exemple avec la région et les autres départements. Moi ça c'est quelque chose de très porteur ici et ça c'est quelque chose que moi je vais observer de près parce que je pense que c'est porteur de sens. Je peux vous parler des territoires. Je sais pas s'il y a des territoires zéro chômeur de longue durée. D'accord. On en a. Donc aussi. ça vient de s'installer. Ça s'installe, ça se met en place. Ça c'est une expérimentation que je vous suggère de suivre de près. Moi j'en ai une dans mon département depuis quelques années maintenant, et où là vraiment on touche du doigt, et il y en a ailleurs en France, un point qui est souvent aussi une de ces formules magiques du débat public, rendre actif les dépenses passives. Vous savez, ça c'est des formules clés qu'on dit tous en bombant le torse. On va rendre actives les dépenses passives. Tout le monde adore parce que ça, effectivement c'est très bien. Ça réconcilie tous les contribuables entre eux. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous utilisez les ressources qui sont allouées à l'accompagnement d'une personne au chômage ou au RSA et vous transformez ça en salaire. Alors c'est facile à dire, c'est un peu plus compliqué à faire, mais les territoires zéro chômeur de longue durée, nous sur notre département, sur la Meurthe-et-Moselle, sur une intercommunalité du sud du département qui est mitoyenne avec la Meuse et les Vosges, ça s'est mis en place. Et aujourd'hui, ce sont 90, c'est ça, bénéficiaires du RSA, vraiment très éloignés, c'est-à-dire des gens qui sont au RSA souvent depuis plus de 3, 4, voire plus de 5 ans, même certains qui sont là depuis le RMI pour certains d'entre eux, qui donc n'ont pas travaillé depuis très longtemps et qui ont été ramenés vers un emploi d'intérêt général créé ex nihilo. On crée un emploi d'intérêt général sur le territoire. Alors, ce sont des emplois effectivement souvent peu qualifiés dans un premier temps, des emplois de maraîchage, d'entretien, de service à la personne, etc. Mais qui sont créés parce qu'ils répondent à un besoin dans le territoire. Il y a un trou dans le territoire sur ces sujets-là. Il y a des personnes qu'il faut former et on va utiliser la dépense finalement qui est allouée pour l'accompagnement CMU, RSA, mobilité, et j'en passe, et on transforme en salaire. Et de ça sont nées aujourd'hui déjà 3 entreprises. Par exemple, une entreprise qui s'est créée de toutes pièces pour transformer la laine, le recyclage de la laine de mouton et fabriquer des couettes, des oreillers, des matelas. Et c'est une entreprise qui s'est créée à partir de l'expérience du territoire zéro chômeur de longue durée, qui embauche aujourd'hui en CDI, qui produit, qui fabrique, qui vend. Est-ce qu'il y a justement pour que ça fonctionne, est-ce qu'il y a des prérequis ou des points de vigilance à avoir? Le territoire. Alors toujours, à partir de là. Vous savez, comme il n'y a pas de solution magique, la seule chose qui fonctionne vraiment, c'est si vous avez une dynamique territoriale. Si vous arrivez, en fait, à emmener avec vous tous les acteurs du territoire sur l'idée que la lutte contre la pauvreté et pour l'emploi, ça n'est pas seulement l'affaire ni des services sociaux ni de Pôle emploi. Là, vous avez gagné. Si les maires disent « Ok, moi je vais vous accompagner, moi je vais venir avec vous rencontrer les 3, 4, 12, 20, 25 personnes que je sais en fragilité. » Non, je ne sais pas exactement la nature de la situation dans ma commune, mais que je sais en fragilité. Je vais faire, moi, l'intermédiation, et ça m'emmènera sur une autre expérimentation qui marche bien, entre vous et eux. Si les chefs d'entreprise du coin viennent avec vous sans a priori pour essayer de se dire « Ok, on va regarder ensemble », si l'interco y met du sien, les travailleurs sociaux, si vous créez cet écosystème local où du coup l'accès à l'emploi, ça n'est pas le boulot du CD ou de Pôle emploi, mais c'est un projet d'intérêt général du territoire, vous avez là de l'or dans les mains. Parce que vous êtes capable après de produire et de construire des projets. Et c'est ça vraiment fondamentalement, c'est pour ça que je crois en la décentralisation et que je pense que l'accompagnement, ça relève vraiment du territoire, pas parce que c'est telle ou telle collectivité qui est la meilleure, mais parce que
il faut une dynamique et il faut la bonne échelle de territoire. Autre point. C'est pas non plus pareil partout. Il y a des secteurs dans lesquels l'interco c'est la bonne échelle, d'autres ce sera la commune, d'autres ce sera le quartier, d'autres ce sera je ne sais pas quoi. Il faut pas croire qu'il va y avoir une carte de France où on va dire on va dans toutes les intercos de France faire un territoire zéro chômeur de longue durée, parce que c'est pas vrai, ça ne marchera pas. Peut-être que parfois ce sera un micro-quartier, parfois ce sera la moitié d'un département. Là encore, il faut regarder le tissu économique, regarder la réalité des entreprises, regarder la réalité du chômage, de l'exclusion du territoire et la dynamique des acteurs. Et puis il y a l'intermédiation, enfin tout ce qui aujourd'hui relève finalement de profiler non pas sur CV mais sur le parcours. Ça c'est un élément déterminant. Les bénéficiaires du RSA parfois qui sont loin de l'emploi et parfois depuis longtemps, vous pouvez pas les asseoir devant un employeur, vous pouvez pas les emmener à un entretien d'embauche comme ça en disant tiens oui, et c'est vrai. Ça ne veut pas dire que sur le territoire sur lequel ils vivent, il n'y a pas d'offres d'emploi non pourvues. Et souvent, il y en a beaucoup. Mais on en parlait ce matin. Mais c'est pas magique, quoi. C'est pas parce que vous avez une cohorte de 100 bénéficiaires du RSA et de l'autre côté de 100 offres d'emploi non pourvues qu'il suffit de faire rencontrer l'un et l'autre dans une salle et que hop, ça c'est pas vrai. Il faut déjà que les employeurs dépassent leurs propres préjugés, présupposés, prérequis sur ce qu'est une personne pauvre. Et puis il faut que de l'autre côté, les travailleurs sociaux dépassent leurs prérequis, je vous le dis un peu cash, sur de toute façon, il y a encore beaucoup à faire avant d'aller à l'emploi. Moi je crois, autre élément du rapport, je crois qu'il faut qu'on arrête avec ces parcours insertion à géométrie variable ou à plusieurs vitesses. Il n'y a pas d'un côté le bénéficiaire du RSA pour lequel il va falloir passer 6 mois à lui apprendre à se réveiller le matin, 3 mois à se laver, 4 mois à s'habiller, puis 5 mois à faire un CV, et puis ensuite je suis très caricatural là, pardon. Et puis ensuite on parlera toute ressemblance, etc. Après, et ensuite on parlera accès à l'emploi. Ça c'est pas vrai. Il faut que dans le même temps, la personne, on puisse travailler sur tout ça, logement, santé, mobilité, parentalité, éducation des enfants ou prise en charge de ses parents, parce que la question, on parle souvent de la prise en charge des enfants, mais une personne en difficulté, une personne pauvre a des parents parfois pauvres qu'il faut aussi prendre en charge, et c'est pas non plus facile dans ces cas-là. Il faut enclencher tout ça, mais en parallèle à l'accès à l'emploi. C'est pour ça que je dis qu'il faut que l'employeur passe aussi, lui, un certain nombre. Il peut pas avoir l'individu parfait qui déboule du jour au lendemain. Donc, il faut essayer, en quelque sorte. Il faut essayer, mais et pour ça, il faut sortir de la logique du CV. Il faut plutôt dans une logique où on profile la personne et où on est sur l'analyse de ses compétences. Et puis, une autre des propositions que nous avons formulées, c'est celle dans l'emploi d'avoir un accompagnement. Parce que l'accès à l'emploi... Une fois poussé la porte de l'entreprise, c'est ça. C'est ça. L'accès à l'emploi, ça ne s'arrête pas à « j'ai obtenu un emploi » ou « j'ai été embauché ». C'est même là que tout commence. C'est même là que tout commence. Et on pourrait tout à fait imaginer des dispositifs... Alors ça existe de façon expérimentale ça et là, mais c'est pas encore très fréquent. Y compris là, pour le coup, l'État pourrait accompagner par une baisse de charges ciblée pour des salariés, par exemple, qui sont en fin de carrière, salariés dans l'entreprise, on leur dégage un tiers, un quart ou la moitié de leur temps de travail sur leur dernière année, et pour que ce temps-là, ils le consacrent à l'accompagnement dans l'entreprise d'une personne qui est éloignée de l'emploi et qui va avoir besoin d'être tutorée. Et je dis ça parce que moi, je préfère proposer ça qu'un tutorat par travailleur social dans l'entreprise. Parce qu'une fois que vous êtes dans l'entreprise, c'est pas très, je pense, intéressant pour la personne et son insertion sociale durable d'être le salarié tutoré par le travailleur social par rapport à ses collègues. C'est un peu stigmatisant. Voilà, il faut inventer aujourd'hui des systèmes, et c'est possible, enfin je veux dire c'est à notre portée, d'inventer des systèmes, y compris en les gratifiant, pour faire en sorte que la personne soit accompagnée dans l'emploi. Mais tout ça ramène toujours à l'individualisation, au fait de ne pas penser uniquement par grands systèmes, mais de penser vraiment de façon très pragmatique. Dans votre rapport, vous avez également, Mathieu Klein, souligné la nécessité de mettre en place des évaluations des politiques engagées et une sorte de suivi. Vous évoquiez le suivi dans la durée de l'accompagnement, mais aussi de savoir finalement comment ces politiques fonctionnent et quel est leur retour. Vous pouvez peut-être nous éclairer un petit peu sur les pistes que vous avez soulignées là-dessus. Ça c'est alors, je pense que ça tout le monde le partage, mais c'est tellement difficile, c'est tellement facile à dire et tellement difficile à faire. Il existe beaucoup d'expérimentation. On est un pays qui adore expérimenter. Tous les territoires expérimentent, font des idées et c'est très bien. Mais ensuite, comment mesurer concrètement dans la durée
si telle action produit les effets escomptés, si on doit les corriger ou pas. Exemple concret, comme ça ce sera plus parlant. Nous sommes en train, en Meurthe-et-Moselle, dans le cadre d'un programme que nous avons bâti qui s'appelle Reliance, avec la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale, d'expérimenter un travail sur l'insertion pro des familles monoparentales, donc pour 95% des femmes bénéficiaires du RSA élevant seuls leurs enfants, dont nous présupposons plutôt d'ailleurs que nous savons que la question de la garde des enfants est un frein, la question de la mobilité, parce qu'elles n'habitent pas toutes dans les centres métropolitains, est un frein au retour à l'emploi. Mais dont nous avons constaté, parce que nous présupposons que pour la plupart d'entre elles, quand on leur dit « vous avez un problème de garde d'enfants », elles vous répondent « bon, non, c'est pas ça le problème, parce que j'arrive à faire garder mon enfant par ma voisine, parce que je me débrouille. Par contre, moi, mon problème, c'est de me déplacer. Moi, mon problème, c'est que mon logement est inadapté. Aujourd'hui, j'arrive pas à, finalement, correctement faire vivre tout mon foyer dans un logement qui est trop petit ou je sais pas, ou pas adapté. Moi, mon problème, c'est que j'ai besoin de temps pour me former. Donc, aujourd'hui, inventer des parcours d'insertion un petit peu, vraiment, là aussi, profilés sur ce public. Et pourquoi je dis que l'évaluation est importante? Parce qu'on le fait avec la CNAF, on mène une évaluation, donc ça a été retenu au niveau national par la CNAF pour mesurer sur X années, sur 3 ans, avec des cohortes, 100 par année de familles monoparentales accompagnées, 100 nouvelles familles intégrées chaque année dans le programme, mesurer très concrètement à N plus 1 an, plus 2 ans, plus 3 ans, ce qui se passe vraiment. Quelles sont celles qui accèdent, celles ou ceux qui accèdent à l'emploi durable, ce qu'ils deviennent au bout de 6 mois, ce qu'ils deviennent au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Et ensuite, peut-être pouvoir généraliser. Il y a de ce point de vue-là, on a encore des progrès à faire pour mieux évaluer nos politiques publiques et pour mieux les partager aussi à l'échelle des territoires. Et là, les collectivités ont aussi un rôle à jouer, le rôle un peu de banque de données, de ce qui se fait, de ce qui est intéressant de faire. Il est possible de mutualiser ou de partager ces bonnes pratiques là. On parlait d'expérimentation. Il ne s'agit pas de multiplier les expérimentations partout, mais est-ce qu'il y a des outils à l'heure du numérique, notamment où on se dit que c'est parfois, quelquefois, en termes de données, un outil utilisable et puissant pour traiter cette donnée. Ce sont des choses sur lesquelles il est possible de s'orienter sans tomber dans des grandes usines à gaz. Alors il existe déjà des ressources, des banques de données et beaucoup je pense à l'Audace ou à d'autres, qui ont qui font ce travail un peu de catalogue, répertoire, banque de données des projets territoriaux. L'ADF, donc l'Assemblée des départements de France, qui est la structure fédérative des conseils départementaux, travaille également sur cette question-là. Et je sais que dans la stratégie pauvreté, il y a également un item dans les groupes. Alors c'est pas un groupe dans lequel je suis moi, mais je sais que c'est un sujet aussi qui est évoqué. Être une banque de données des différents projets qui sont mis en œuvre. Donc oui, c'est possible, oui, ça existe. Une question avant de vous passer la parole, parce que j'imagine que vous avez à votre tour envie de pouvoir interpeller directement Mathieu Klein. Une question sur ce que certains appellent le futur service public de l'insertion. Comment vous l'imaginez, ce futur service public de l'insertion? Quel contour pourrions-nous en tracer? Je l'imagine territorial. J'imagine et je l'espère que ce ne sera pas une nouvelle usine à gaz qui satisfera plus son créateur ou ses créateurs que celles et ceux qui sont supposés en bénéficier. Au sens où, déjà, il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul service public emploi-insertion. Parce qu'un service public de l'emploi et un service public de l'insertion, l'un à côté de l'autre, objectivement, j'en mesure mal l'intérêt et la pertinence. Je le vois territorial au sens où j'accepte moi que l'État, sous réserve de reprendre le financement de l'allocation, et donc une partie des ressources des départements aujourd'hui consacrées au financement de l'allocation, contractualise avec les départements sur des objectifs d'insertion très concrets, on peut tout à fait dire X sorties positives, etc., sur des durées assez longues quand même qui permettent de les réaliser, en laissant une partie des moyens dans les départements. Et là, on joue au jeu. C'est-à-dire que le département qui dira « moi, ça m'intéresse pas, moi, j'ai pas envie », là, l'État est fondé à dire « écoutez, je vais choisir un autre prestataire, un autre partenaire ». Mais le département qui veut jouer le jeu, je pense que c'est, encore une fois, l'échelon le mieux positionné aujourd'hui pour ce faire. Donc, le service public de l'insertion, c'est aujourd'hui ce savoir-faire départemental, et puis quand je dis départemental, c'est encore une fois, ce n'est pas que conseil départemental, c'est le savoir-faire de tous les partenaires départementaux des politiques publiques d'insertion, qui peuvent contractualiser avec l'État sur des objectifs précis, mais
à condition qu'ait été clarifiée la question du financement. C'est ce qui donnera de la force et de la légitimité politique, y compris à la création d'un nouveau service public comme celui-ci. Merci beaucoup Mathieu Klein pour ces éléments de contexte et de compréhension du sujet. Qui souhaite parmi vous peut-être à votre tour rentrer dans l'échange et dans le débat? Il suffit de lever la main, je viens avec le micro. Vous avez la gentillesse de vous présenter. C'est toujours les personnes installées au plus haut des gradins qui sollicitent généralement la parole. Merci de vous présenter, madame. Pour mieux faire du sport. Oui, donc bonjour, je m'appelle Florence Ledos, donc je suis administratif donc au sein d'une association intermédiaire donc IDES du secteur Quimperlé-Concarneau. Donc déjà, puis je suis aussi en situation de handicap et je ne travaille pas parce que mon projet professionnel a été un peu compliqué. Donc j'ai un peu les deux côtés et je trouve très intéressant le fait que maintenant on se dit les gens ont une potentialité et qu'on va de plus en plus vers là. Et je me dis c'est intéressant peut-être d'organiser quelque chose où on invite les personnes qui sont même les plus éloignées de l'emploi autre à montrer qui ils sont vraiment et apprendre des personnes. Parce qu'il y a des gens qui ont des tas de potentialités et ça fait plusieurs années que je me bats pour que le terme de démuni ne soit plus utilisé. Parce qu'on peut être financièrement pauvre, on peut être très handicapé, on peut être éloigné de l'emploi, mais on a toujours une richesse en soi qui ne demande qu'à être partagée. Et là, moi, je sais que je suis très handicapée, donc j'ai comme un bagage au niveau de l'insertion, au niveau professionnel et de la santé. Et en même temps, je fais beaucoup de bénévolat. Et on est beaucoup à faire. Je vois au niveau d'IDES, pour les 20 ans d'IDES, il y a quelqu'un qui avait été donc bénéficiaire, qui avait été travailleur occasionnel, qui avait fait l'affiche pour les 20 ans de IDES, qui sont venus aussi avec leur guitare pour animer les choses. Et il y a plein de choses à faire. Voilà, il y a beaucoup de choses et c'est vrai que c'est tout, ça peut bénéficier à tout le monde surtout. Merci pour ce témoignage. Je ne sais pas s'il appelle un commentaire de votre part. D'autres questions, remarques ou commentaires sur les sujets abordés par Mathieu Klein et par ses perspectives aussi d'organisation? Alors je peux pas passer la parole aux personnes qui sont dans la salle d'à côté, malheureusement. Je sais pas s'il y a moyen de leur transmettre. Si quelqu'un est à côté, a une question et peut venir la poser, peut-être qu'on peut jouer cette manière de faire. Peut-être encore une... Oui. Ah voilà, madame. Bonjour, Annick Goyon, conseillère insertion donc au Centre départemental d'action sociale de Quimper. Pour rebondir sur le témoignage de la personne précédente, j'aurais souhaité qu'on aborde un peu le revenu universel d'activité et justement parler de ce terme autour de l'activité. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Qu'est-ce qu'on va demander en contrepartie aux personnes qui pourraient percevoir cette prestation? Alors ça, c'est une question à laquelle vous pouvez peut-être directement répondre, Mathieu Klein. Il y a peut-être d'autres questions sur le revenu universel d'activité, je ne sais pas. On peut les prendre aussi, on peut en prendre plusieurs, vous avez raison. Ça vaut un chapitre à lui seul, celui-là. Mais je pense que ça mérite un développement particulier, effectivement. Allez-y. En fait, d'ailleurs, les deux questions sont pas très éloignées et l'une de l'autre. Je disais tout à l'heure, au début de mon propos, que je crois fondamentalement que personne n'est inemployable. Je ne suis pas naïf au point de penser que du jour au lendemain, chacune et chacun peut simplement accéder à un CDI à temps plein en secteur marchand sans coup férir. Mais je pense que dans notre propre regard sur la société, il faut que nous soyons toutes et tous convaincus, et pas seulement les travailleurs sociaux, y compris les entreprises, tous les acteurs, du fait que chacune et chacun a des ressources, un potentiel, un savoir-faire, un savoir-être, des choses à transmettre qui peuvent et qui doivent trouver leur place dans le grand ensemble finalement du monde du travail au sens large du terme. Et que ça, nous devons être capables de prendre y compris les risques pour faire en sorte que cela advienne. D'où la nécessité d'individualiser et que lorsque certains dispositifs ne vous mettent pas dans la case qui fait que vous allez pouvoir accéder à tel emploi aidé ou à tel dispositif d'accompagnement, c'est pas pour autant que vous devez nécessairement vous retrouver soudainement uniquement rangé dans la catégorie parcours social ou
parcours, je sais pas comment on les a. Enfin après, chaque territoire a son petit nom pour différencier ses parcours d'insertion. Et d'ailleurs en Meurthe-et-Moselle aussi. Je prêche pas là spécifiquement pour ma paroisse. Donc il faut avoir cette idée-là en tête de parcours emploi pour tous. Pas le même emploi, pas le même accès à l'emploi, mais emploi pour tous. Sur le revenu universel d'activité, c'est une question pour l'instant à laquelle je ne peux pas répondre de façon précise parce qu'on n'en est qu'aux prémices de la concertation nationale. Je rembobine un peu le film. Emmanuel Macron, lorsqu'il a présenté la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté en septembre 2018, a annoncé la création à l'échéance du quinquennat. Maintenant, on est plutôt quand même sur projet de loi 2020, mise en œuvre 21, 22, bon, tout ça n'est pas encore très précis, d'un revenu universel d'activité, se substituant à l'ensemble des minima sociaux actuels, donc y compris le RSA, l'ASPA et quelques autres, plus l'AAH, plus les allocations logement, donc pour créer une nouvelle allocation qu'il a baptisée Revenu universel d'activité, pour laquelle, dans la concertation, est posée la question des publics concernés, donc élargissement aux moins de 25 ans ou pas, intégration de l'AAH ou pas, intégration de l'allocation logement ou pas, et donc, en conséquence, devenir de l'aide au logement pour les publics qui n'auront pas le REA. Il y en a beaucoup qui touchent aujourd'hui une allocation logement mais qui ne sont pas pour autant éligibles au RSA ou à une formule équivalente. Toutes ces questions sont posées. Activité, moi je ne peux que présupposer que ça signifie, je l'espère, en tout cas c'est moi le sens de ce que je porte dans cette concertation nationale, objectif donc de considérer personne comme inemployable et de permettre à tout le monde d'accéder à une activité professionnelle, même si le degré et la nature en est différent. C'est pour ça qu'il y a des vraies questions sur l'AAH, par exemple, parce qu'on sait très bien qu'il y a une partie du public AAH qui ne touche pas l'AAH dans une perspective d'insertion professionnelle. Donc si on élargit trop le panier, ça perd du coup le sens de l'activité. Mais moi, je m'opposerai toujours. Ce n'est pas à l'ordre du jour, mais ça peut venir parce que dans les territoires, parfois, ça gronde cette idée-là. Par exemple, du bénévolat obligatoire. Ça, c'est le truc à la mode maintenant. Je l'ai vu encore très récemment dans un département, je sais plus lequel, qui vient là. Pardon ? Voilà, très récemment, parce qu'il y a eu le Haut-Rhin il y a quelques années où ça a fait plus ou moins flop. Et là maintenant, c'est RSA contre 35 heures de bénévolat associatif hebdomadaire. Ce qui pour moi est vraiment pour le coup un contresens complet, parce que le bénévolat déjà c'est du volontariat d'une part. En plus, quand on connaît les bénéficiaires du RSA, enfin nous on a fait une enquête exhaustive parmi eux il y a 3 ans maintenant, 75% des bénéficiaires du RSA disaient vouloir avoir envie de faire de l'accompagnement, du bénévolat, du volontariat, mais ne pas pouvoir parce que pas mobile, parce que parfois pas souhaité dans les associations. Certaines associations, se précipitent pas à l'idée d'avoir 4 bénéficiaires du RSA pour tenir leur permanence. Ça correspond pas toujours aux standards de l'association non plus, mais ça aussi, ça fait partie des préjugés, des présupposés. Donc la question du bénévolat, ça peut effectivement être un facteur d'intégration majeur à partir du moment où c'est un engagement volontaire. Pas quand ça devient une obligation, au sens où il faudrait mériter l'aide que l'on touche. Et ça nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le RSA. Donc le REA, pour moi, ne doit surtout pas devenir cela. Je dis ça, c'est pas à l'ordre du jour, c'est pas aujourd'hui ce que propose le gouvernement. Mais je ne peux pas vous dire encore à ce stade ce que sera la proposition retenue dans le contenu exact de l'activité. Quelles sont les prochaines étapes, justement? Il y a un calendrier qui commence à se faire jour. Là, on arrive à la concertation a commencé. Là, au début de l'été, donc dans les prochaines semaines, se clôt la partie constat de la concertation, c'est-à-dire on pose des constats. Et donc ça y est, on a un rendez-vous avec Agnès Buzyn là, je crois, avant la mi-juillet sur ce sujet pour clore ce premier chapitre. Puis ensuite, à la fin de l'été, va s'ouvrir la partie préconisation, proposition
de ce que sera le revenu universel d'activité. Donc, moi, je ne peux que vous encourager, enfin Nathalie le fera comme tous les PCD, à justement, là, pour le coup, prendre en compte vos propositions, vos remarques, parce que ça va se construire, nous le porterons, et ensuite le législateur tranchera. Mais en tout cas, ce qui est sûr à ce stade, et j'ai oublié tout à l'heure, j'ai cité les allocations de la prime d'activité, qui est dans le panier du RUA également, ce qui est sûr, c'est que à minima, RSA plus les autres minima sociaux comme l'ASPA ou quelques autres qui concernent moins de monde mais qui sont présents, plus prime d'activité, plus AAH, pour le gouvernement, c'est dans le panier de base. Allocation logement presque, avec un mécanisme à inventer pour donc du coup soutenir l'accès au logement des publics qui n'auront pas le RUA. Mais voilà, ça c'est le panier de base du gouvernement sur cette discussion du revenu universel d'activité. Alors il y avait, juste pour compléter avec le revenu de base, parce que a été en débat pendant quelques mois, mais là c'était un débat qui partait du terrain, la question d'une expérimentation du revenu de base. Donc, la Finistère était dans l'expérimentation, mais je ne dis pas de bêtises. Donc, 18 départements, dont le Finistère, dont la Meurthe-et-Moselle, avaient proposé au gouvernement d'expérimenter. Et ça n'a pas été retenu. Hein. Non, pendant 2 ou 3 ans, un revenu de base qui peut être considéré comme un cousin, au sens où on se posait une partie des mêmes questions, les jeunes, l'intégration de l'allocation logement, mais on posait surtout, nous, la question du non-recours comme un préalable, et donc des moyens qui allaient avec. Parce qu'une des difficultés aujourd'hui, c'est de dire qu'on va lutter contre le non-recours, parce que dans le RUA, il y a aussi ça, que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est l'idée d'effacer le non-recours, mais on ne peut pas dire « j'efface le non-recours et je suis à moyen constant ». Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, sans changer la moindre loi, si les quelques 20 à 30% de personnes qui ne touchent pas le RSA le demandaient demain, ça représente une dépense nette de 3 milliards d'euros. Donc, ne serait-ce qu'effacer le non-recours, ça a un coût. C'est pas gratuit. Donc, on peut pas dire RUA sans non-recours, projet du gouvernement, celui-là on peut l'entendre, et moyen constant. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de perdants. Et ça, c'est l'attention et la vigilance que nous devons avoir, ce qui n'existait pas dans le revenu de base. Mais malheureusement, cette proposition d'expérimentation du revenu de base n'a pas été retenue, au profit donc d'une mise en œuvre généralisée d'emblée du revenu universel d'activité. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Nous arrivons au terme de cette séquence, et si nous voulons respecter les horaires parce que vous avez les ateliers qui vous attendent, on va vous remercier de cette présence et de cet éclairage. Mathieu Klein, merci beaucoup.